Pour créer de la fidélité, il faut rester fidèle à sa promesse de ne jamais abandonner ses abonnés. Il fut un temps où vous pouviez dire « Ok, des pâtes, mais des panzani alors !» Et paf, tout le monde comprenait. Du coup, prétendre qu'avec 5 œufs par kilo de pâtes, c'est bien autre chose, qu'avec des œufs frais, les coquilles lustucrues, c'est tellement mieux, que Depardieu qui goûte des Barilla divins. À une certaine époque, même la marque de spaghettis Miracoli, sauce tomate, était plus connue que Lady Di. Or, Miracoli, c'est la version low cost de ce créneau alimentaire. Et soudain, paf, silence radio. Fernandel est mort une seconde fois. Depardieu vend maintenant des produits russes ou la Russie. La marque Miracoli est devenue aussi connue que l'expression annuaire téléphonique. Enfin, Lustucru, plus personne n'y croit. Que s'est-il passé? Pour moi, cela reste un mystère, qui peut toutefois s'expliquer peut-être par le fait que la course à l'armement publicitaire, s'acheter à coups d'euros ou de dollars de la présence à la TV et au cinéma, est devenue non amortissable par paquet de pâtes vendues. Toutes ces marques étant relatives, c'est-à-dire interchangeables, elles ont dû se battre pour avoir accès aux différentes têtes de gondole et participer à la folie des discounts imposés par les acheteurs de la grande distribution. Au lieu de 5 œufs au kilo, c'est passé à 5 paquets d'1 kilo pour le prix de 2, presque le prix d'une boîte de 6 œufs neufs. Le prix baissant pour l'ensemble des fabricants, aucun acteur de ce secteur eut suffisamment de budget pour poursuivre la guerre sur les écrans qui avaient le don, reconnaissons-le, de nous distraire. Sans compter le travail de sape effectué par les marques distributeurs qui, quant à elles, en tant que marque ombrelle, ont la chance de pouvoir amortir le coût marketing sur quantité de produits différents. D'autant qu'elles arrivent maintenant à fournir des produits de qualité identique, souvent d'ailleurs sortis des lignes de fabrication des grandes marques de produits alimentaires. Le seul différentiel devenant l'emballage. Cependant, que j'ai tort ou raison, il est indéniable que ces différentes marques de spaghettis ont arrêté de faire de la pub. Seul Barilla, avec Roger Federer, refait le forcing et le public s'est alors senti moins aimé, à l'instar de l'époux ou l'épouse pour lequel nous serions devenus moins attentionnés, moins à l'écoute, qui, du coup, se sentirait délaissé, se sentirait tenté par l'envie de tester d'autres expériences, d'autres promesses, d'autres désirs. Au niveau des pâtes alimentaires, se sentant abandonnés, les clients ont goûté aux fruits défendus et constaté que les marques distributeurs font le job, au demeurant plutôt bien. La conséquence fut un incroyable retour de manivelle. Moins de pâtes alimentaires de marque dans les rayons. Normal, Barilla, Panzani, Lustucru, Miracoli ont arrêté de nous amuser et ou de nous faire rêver. Pourquoi continuer à les acheter puisqu'elles ne respectent plus leurs promesses? D'autant que leurs différents produits sont beaucoup moins aptes à faire la différence. Entre des macaronis Panzani ou Carrefour, c'est kiff-kiff bourricot. Pourquoi s'offrir ces anciennes marques cultes? Sans vouloir vous faire peur, comme indiqué précédemment, créer une frousse n'est pas de bon aloi au niveau du marketing de soi. Il est certain que si vous commencez à alimenter sur les réseaux sociaux un flux d'actualités pertinent et ou intéressant et ou drôle, vous devez bien comprendre que la même conséquence pourrait vous arriver si vous décidiez de l'interrompre. Le social media, c'est l'histoire de deux addictions qui s'auto-alimentent. D'une part, cela nous rend addicts car nous serons récompensés de la dopamine digitale que constituent les likes, les shares et autres commentaires, en d'autres mots par l'engagement que suscitent nos différentes sorties. D'autre part, nous pouvons rendre le public addict à nous-mêmes. Si nous arrêtons ou si nous sommes moins présents, ils vont voir ailleurs. Pire, ils ne reviennent jamais car personne n'aime avoir été abandonné.
Cela, mes collègues et moi avons pu le constater à maintes reprises. Lorsqu'un client arrête sa présence sur les social médias, il perd son audience. La récupérer devient de l'ordre du presque impossible. Le mal est fait. Un autre point important est que ceux qui arrivent à établir une corrélation certaine entre présence sur les réseaux sociaux et un impact sur leur chiffre d'affaires sont ceux qui arrivent à publier de manière bi-quotidienne. Et oui, 2 fois par jour. Au début, cette cadence à atteindre effraie beaucoup de personnes, ce qui est normal. Cependant, cet objectif de fréquence ne doit pas être atteint dès les premières semaines, bien au contraire d'ailleurs. Il faut le faire de manière progressive. Garder en mémoire que l'important est de porter son effort d'abord sur la régularité. Publier 1 ou 2 fois par semaine. Ensuite, augmenter sa fréquence. Ne jamais perdre de vue qu'il faudra toujours maintenir un certain tempo afin de garder un contact régulier avec son audience. Retenir qu'à l'instar de la presse, nous pourrons toujours choisir notre fréquence de diffusion. Certains titres sont des quotidiens, d'autres des hebdomadaires ou des mensuels. Toutefois, au fur et à mesure, les meilleurs social sellers et ou marques totem augmentent leur nombre d'apparitions, prennent un plaisir fou à calquer leur comportement sur ceux des patrons de presse qui, pour assurer une présence régulière de diffusion, soit utilisent la technique des marronniers, soit bien au contraire, vont rebondir sur un événement qui vient d'arriver. Faire ce qu'on appelle dans notre jargon un event jacking. Cette dernière manière de faire sera d'autant plus puissante si nous pouvons faire un lien avec notre ADN et notre périmètre communicationnel. Dans la réalité des choses, cette idée de rebondir sur l'actualité qui va nécessairement arriver peut être utilisée autrement. Par exemple, lors de chaque joute électorale ou sportive ou autre concours, nous pouvons préparer différents articles qui relatent plusieurs résultats possibles. Au moment où le résultat est connu, sortir la bonne version de l'article. Et là, paf, beaucoup seront étonnés de notre clairvoyance, de notre capacité à rebondir si vite. En 1995, les auteurs des Guignols de l'info avaient prévu 2 versions des résultats de la présidentielle française entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Autre conseil, narrer l'arrière-cuisine des équipes qui préparent nos prochains événements business, permettant de le rendre déjà réel et immanquable. Idem en le faisant vivre sur les réseaux sociaux pendant leur déroulement. Pas seulement pour frustrer ceux qui ont oublié de s'inscrire ou font partie des no-shows, mais bien pour relater les histoires qui s'y déroulent. En aval, fournir des photos souvenirs, plus des synthèses relatives aux conférences qui ont été vivement appréciées. Ne pas le faire, c'est renoncer à ne pas amortir sur les flux d'actualité l'immense budget de ces différents événements promotionnels. Ne pas le faire, c'est renoncer à se faire mieux connaître. C'est ne pas croire en la force du don d'ubiquité qui prend ici une autre forme. Ne pas le faire, c'est renoncer à la promesse implicite que nous avons faite à notre public, être présent constamment. Il existe donc bel et bien de nombreuses méthodes pour arriver à l'objectif d'une présence presque quotidienne sur les réseaux sociaux. La barre à franchir n'est pas si haute, même si, encore une fois, au début, elle effraie plus qu'un peu. C'est indéniable. Conseil. Mon collègue associé, Pierre Mercier, devrait pouvoir vous aider à atteindre cet objectif de présence régulière. Pierre aime défendre des stratégies d'account-based marketing qui consistent à construire des approches hyper personnalisées pour quelques futurs clients que l'on qualifie d'idéaux. Cela débute toujours par susciter l'intérêt par un bon contenu associé à un excellent sujet qui va déclencher des réactions, des conversations qui, elles, vont donner envie de prendre contact avec celui qui a lancé le débat ou dévoilé un problème potentiel à résoudre. Par la suite, tout le monde en est bien conscient, nous ferons très facilement affaire avec quelqu'un qui a révélé l'existence d'une douleur et ou d'un nouveau besoin.
Au minimum, nous le shortlisterons parmi les personnes à consulter si la douleur s'avère potentiellement existante ou pire, commence à émerger dans notre entreprise. Selon Pierre Mercier, même si la qualité des articles est clé, trouver les sujets est presque toujours moins ardu que prévu. Beaucoup de bons contenus dormants existent dans les entreprises et ont été réalisés, par exemple, pour un salon, pour une offre, pour éditer une brochure, pour produire des articles de blog, pour illustrer certains diaporamas de soutenance commerciale. Par conséquent, créer du contenu de manière régulière ne devient qu'une belle aptitude à recycler l'existant. De plus, les points de vue qui réussissent le mieux en termes d'engagement sur les réseaux sociaux sont plutôt ceux qui sont courts. Il est préférable alors, selon Pierre Mercier, de saucissonner et feuilletonner les anciens contenus afin d'accroître le nombre de points de présence sur vos flux d'actualité. Oui, Pierre Mercier, avec son bon sens, aurait pu sauver le secteur des pâtes alimentaires. Soyez plus malin qu'elle. Appelez-le, il n'est pas trop tard. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas lui qui a trouvé l'idée sous-jacente de ces spots qui reprennent chacun des codes marketing de leur passé respectif. À retenir. Au même titre que le devoir conjugal, alimenter ces flux d'actualité de manière régulière pour ne perdre le contact avec personne devient une sorte de plaisir obligatoire. Nous avons le droit de créer de l'addiction à notre égard et le devoir d'être fidèles à ce que nous avions promis de manière tacite, être présents de manière régulière, pour continuer sans cesse à être aimés, appréciés, voire adorés. Nous avons également le devoir de bien comprendre le fonctionnement des algorithmes de la plupart des réseaux sociaux qui ne vont jamais distribuer vos posts à l'ensemble de vos abonnés. Le risque de spamming n'existe pas, car ce n'est jamais, au grand jamais, comparable à une action d'emailing qui distribue votre contenu et ou newsletter à l'ensemble de vos adresses email récoltées. Vos posts sont distribués à moins de 5% de votre audience sur LinkedIn, donc le risque de spamming n'existe pas. Sur cette base-là, nous avons de façon certaine le devoir de bien comprendre pourquoi ceux qui arrivent à publier plus d'une fois par jour engendrent plus qu'un frémissement au niveau de leur chiffre d'affaires, puisque cela correspond à une certaine logique mathématique. Ils multiplient leurs chances de cumuler constamment les différents 5% obtenus à chacun de leurs tirs, jusqu'à finalement atteindre progressivement presque toute leur base d'abonnés. D'où l'importance d'augmenter la taille de notre nombre d'abonnés, quasi à l'infini, afin de maximaliser le bénéfice de cette logique mathématique. Autre événement positif, à chacune de leurs sorties sur le social media, ils vont généralement dépasser en nombre de vues celui de la base installée de leur nombre d'abonnés. Explication: plus la base installée grandira, plus la proportion des 5% sera grande, plus les posts auront des chances d'enclencher des engagements, likes, shares et commentaires. Du coup, le nombre de ces engagements va influencer le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux, puisque ceux-ci apporteront alors un levier important lorsque leurs différents posts connaîtront un début d'engagement. Parce que l'intelligence artificielle de ces algorithmes considérera que beaucoup d'engagement équivaut à pertinence et ou intelligence. Du coup, ces différents engagements vont provoquer de nouvelles rencontres avec de nouveaux contacts, car ils auront lu ces différents posts sur les flux d'actualité des gens qui se sont engagés. Du coup, une partie de ces nouveaux lecteurs va décider de s'abonner à leur flux d'actualité. Du coup, tout simplement, celui-ci semblera perçu comme successful par ces nouveaux chalands, car beaucoup d'engagement et d'abonnés. Du coup, ces derniers augmenteront par leur souscription la taille de nos 5% d'impact à chacune de leurs différentes publications. Du coup, la boucle d'un cercle vertueux de visibilité, qui est l'objectif premier des marques totems, est bouclée. Créer de l'engagement afin d'être identifié par un maximum de décideurs. Du coup,
Alors, sur ces bases-là, nous avons le devoir de faire aussi bien que les marques totems qui arrivent très souvent à dépasser en nombre de vues la taille de leur base installée, sans, encore une fois, avoir à craindre de faire du spamming tant nos différents tirs seront éparpillés. Rappelons également que le point commun entre un bon marketeur et un bon commercial est d'avoir la conviction qu'avant d'obtenir l'opportunité de conclure un deal, il faut être identifié par ceux qui seront les indispensables vis-à-vis de ces deals. Sans visibilité chez ces vis-à-vis, rien ne se passera. L'ensemble de ces éléments confirme qu'arrêter subitement l'animation de nos flux d'actualité va créer beaucoup de frustrés qui risquent de se venger en allant voir ailleurs, à l'instar des pâtes alimentaires qui ont toutes perdu leur statut de marque totem. Nous voilà prévenus, du coup. Par ailleurs, nous avons le droit de profiter de cette exposition amplifiée. En effet, un nouveau couple, droit et devoir, va du coup émerger sur social media. Celui d'avoir le droit de ne pas convaincre tout le monde et le devoir de parler à tout le monde. Sujet du prochain chapitre, du coup.